Et bonsoir à toutes et à tous, hein. Merci au CPTS Nord et Sud et Ouest pour leur confiance et surtout d'avoir pu faire l'exposé ensemble avec Madame Chevassu et Comte, hein. C'était très sympa de s'organiser comme ça. Je pense que c'est effectivement plus intéressant pour tout le monde de partager les sujets. Donc, comme on en avait un petit peu parlé, ce sera un premier épisode, en tout cas, sur la radio interventionnelle et les différents type d'intervention qu'on peut proposer aujourd'hui. Et donc voilà, vous avez les coordonnées de l'équipe, les membres de l'équipe voilà, de radio interventionnelle de la clinique Réna. Et donc ce soir, c'est moi qui vais vous présenter deux sujets et on changera d'intervenant à chaque session. On imagine organiser à peu près tous les 2 mois en espérant que le succès grandira au fur et à mesure des différents topos. Donc rapidement, hein, pour vous situer un petit peu l'équipe, donc on est aujourd'hui 5 médecins seniors dans l'équipe de radio interventionnelle et puis on a un docteur junior qui est avec nous, donc c'est un interne de cinquième ou sixième année. Le plateau est partagé avec l'équipe de cardiologie. Donc on dispose de 4 salles d'angiographie, dont une quinzaine de créneaux en permanence par semaine avec une astreinte pour prendre en charge les urgences. On a des services totalement organisés avec donc des salles de surveillance post-interventionnelle. La plupart des interventions sont réalisées sous anesthésie locale et sédation, mais on peut faire des anesthésies générales sans difficulté pour tout un tas de gestes. Et on a un certain nombre de lits à disposition, que ce soit des lits d'hospitalisation conventionnelle, une trentaine de lits qu'on partage avec les cardiologues, ou des places en ambulatoire, donc soit dans les copons que vous voyez sur l'écran, soit sur des fauteuils, et puis une musique de 18 lits pour les patients qui nécessitent des surveillances intensives, surtout les urgences des ischémies ou autres. L'activité, on voit plus de 700 patients en consultation par an et on prend en charge plus de 3000 patients sur le plateau technique, ce qui est quand même voilà, une activité assez importante. Et en tout cas, on y consacre beaucoup de temps et beaucoup d'engagement. Rapidement, je vous montre un petit peu le panel des interventions qu'on propose. Et donc, on apporter des topos un petit peu sur toutes ces différentes thématiques. Donc, dans le service, historiquement, on fait beaucoup d'angioplastie artérielle, donc des traitements endovasculaires, de sténose ou occlusion d'artères, donc où que ce soit, hein, à l'exception des artères du cœur. Mais on va des axes carotidiens jusqu'aux orteils, enfin jusqu'aux artères du pied, essentiellement dans le cadre de l'ischémie déforme, mais de plus en plus aussi dans l'ischémie critique chez le patient diabétique ou dans les ischémies aiguës. Depuis une dizaine d'années, on fait de plus en plus d'angioplastie veineuse et les indications sont essentiellement ce qu'on appelle le syndrome post-thrombotique, donc les séquelles des phlébites proximales, avec un très bon résultat. Et puis, on réalise également les angioplasties d'abord d'hémodialyse chez des patients dialysés à Sainte-Anne ou à Pierre, à l'oral, de temps en temps des créations de types, et puis on met aussi des endoprothèses aortiques pour des anévrismes. On fait beaucoup, de plus en plus aussi d'embolisations vasculaires, donc les embolisations artérielles, les artères utérines, qui seront l'objet d'un autre sujet. Aujourd'hui, on va parler des artères prostatiques, notamment dans la prise en charge de l'adénome symptomatique, les embolisations d'anévrismes viscéraux, qui sont assez rares, les embolisations d'hémostates, bien sûr, en urgence, notamment les hémorragies de la délivrance, et puis des embolisations émergentes un petit peu, donc dans les hémorroïdes. Là, on démarre aussi cette activité. Et les embolisations aussi musculo-squelettiques, donc dans l'arthrose de genou, pour traiter la douleur chez les patients qui résistent au traitement habituel et qui sont pas encore candidats pour une prothèse. De plus en plus aussi d'embolisation veineuse, donc une des thématiques ce soir portera sur le syndrome de congestion pelvienne et les douleurs pelviennes chroniques chez la femme, qui est une pathologie malheureusement très fréquente, la prise en charge des varicocèles, et puis la dysfonction érectile aussi avec les embolisations des veines de drainage du pénis, avec des résultats assez encourageants. Et puis, plus ponctuellement, des embolisations ou sclérose de malformation vasculaire. Ça, c'était plutôt sur la partie vasculaire. Sur la partie percutanée, on propose aussi tout un tas d'interventions, dont des interventions à type de consolidation. Donc, c'est des cimentoplasties ou spondyloplasties. On met du ciment dans les vertèbres fracturées, soit sur des fractures ostéoporotiques, soit sur des fractures métastatiques.
des poses d'accès veineux, donc on met en place des PICC lines ou des chambres implantables en chimiothérapie, des gastrostomies percutanées, tout un tas de drainages des voies biliaires, des voies urinaires avec des poses de double J ou autres, quand les urologues n'arrivent pas à passer par les voies naturelles. Et puis on fait aussi d'autres gestes, mais ça c'est plus sur le plateau technique de la clinique, sur le scanner IRM. On fait des thermoablations tumorales, de tumeurs rénales, poumons, foie, des tumeurs cancéreuses essentiellement, et puis des drainages de collection d'abcès ou autres, infiltration et biopsie. Voilà un petit peu le panel de tout ce qu'on peut proposer aujourd'hui dans le service et dans l'unité. Et donc, on va se focaliser ce soir sur le traitement mini-invasif de l'adénome de prostate. C'est un traitement qui prend de plus en plus d'ampleur, pour lequel on commence à avoir un recul assez intéressant et des patients qui sont très satisfaits du résultat et surtout du caractère mini-invasif de l'intervention. C'est un sujet à la mode. Vous voyez, quand on tape sur PubMed, une recherche pour les embolisations de prostate, il y a plus de 800 articles publiés. C'est un sujet qui se développe maintenant depuis bientôt une quinzaine d'années. Vous voyez les premières études sur l'animal en 2008, et puis les premières séries publiées par voilà, les pionniers qui sont le docteur Carnevale au Brésil et le docteur Pisco au Portugal, publié les premières séries en 2010-2011. Donc c'est récent, mais on commence à avoir 13-14 ans de recul. Techniquement, c'est un geste très compliqué. C'est sûrement le geste techniquement le plus compliqué qu'on a réalisé aujourd'hui. Je vous montrerai pourquoi, parce que les artères sont vraiment extrêmement petites et le cathétérisme est très délicat. Donc ça s'adresse à des radiologues interventionnels qui ont déjà un petit peu d'expérience. Et il faut une formation spécifique, effectivement, dans l'embolisation des artères prostatiques, ne serait-ce que pour bien connaître l'anatomie du pelvis, qui est assez complexe. Et puis, il faut avoir une culture un peu générale sur l'urologie, bien connaître les autres traitements également disponibles pour pouvoir en discuter avec le patient. Bien sûr, il faut savoir gérer les complications quand elles arrivent, même si elles sont rares, et puis gérer les prescriptions périopératoires. Donc tout ça se fait dans le cadre d'une prise en charge classique avec une consultation préopératoire, une intervention réalisée en ambulatoire, et puis un suivi post-opératoire. L'ensemble se faisant, bien sûr, également dans le cadre d'une collaboration avec les urologues. En tout cas, c'est notre approche. Ce n'est pas le cas partout, mais nous, on préfère entretenir de bonnes relations avec nos confrères, et je crois que ça se passe plutôt bien. Donc, l'intervention est réalisée sous anesthésie locale et sédation. La plupart du temps, on passe par le poignet, donc par un abord radial. On réalise en premier lieu une cartographie artérielle très précise où on utilise en fait notre appareil d'imagerie en salle pour faire une sorte de scanner. Donc, on fait une angiographie tridimensionnelle qui nous permet de repérer très précisément les artères qui vont à la prostate pour pouvoir n'emboliser que ces artères-là. Et ensuite, on va aller le plus loin possible dans les artères de la prostate pour les boucher avec des petites particules, donc ce sont des petites billes qui mesurent entre 300 et 500 microns et qui vont aller occlure les petits vaisseaux de la prostate. C'est une intervention ambulatoire, comme je le disais juste avant. Je vais vous montrer juste quelques images d'un patient de 65 ans qui avait une grosse prostate, 90 grammes, qui se plaignait de dysurie polachyurie avec plusieurs épisodes de rétention, des infections à répétition avec une lithiase. Et il souhaitait pas être opéré. On lui avait proposé une résection, mais il n'a pas souhaité. Et donc, on avait discuté d'une prise en charge par embolisation avec les urologues. Donc ici, vous avez une angiographie de face, mais dans l'artère iliaque interne droite. Et vous voyez, l'anatomie est tout de suite assez difficile, parce qu'il y a plein de vaisseaux dans tous les sens. On ne sait pas trop quelle est l'artère prostatique. Alors, ça se situe évidemment au milieu de l'écran. Hein. On a des artères très, très tortueuses ici qui correspondent à l'artère de la vessie. Et on a les artères juste en dessous ici, qui est une artère prostatique. On distingue en bas, plus bas, l'artère qui va dans la verge, qui est l'artère plus à l'interne, de laquelle naît également assez souvent des artères prostatiques. Donc, il faut être très, très vigilant et faire très attention. Là, on met en place un tout petit cathéter, donc on appelle un microcathéter, qu'on met en place le plus loin possible. Et là, vous voyez la prise de contraste du lobe prostatique droit, mais avec en arrière-fond des communications avec d'autres territoires. C'est cela qu'il faut savoir repérer pour éviter d'emboliser évidemment des territoires qui n'ont rien demandé, dont par exemple le rectum, la vessie ou la verge. Évidemment, les conséquences là, sont assez dramatiques, donc il faut faire très attention et on est très vigilant dans son testing d'intervention. Là, on voit très bien la prise de contraste du lobe prostatique droit. Et ici, voilà le résultat après embolisation. Vous voyez, il y a une disparition complète parce qu'on a bouché une petite vaisseau avec des billes.
Là, c'est pour vous montrer la complexité de l'anatomie et qu'il faut être bien clair. Lorsqu'on injecte fort dans l'artère de la prostate, on voit ici se pacifier une artère vésicale. Donc, il faut faire très attention dans ces cas-là et injecter très doucement et très prudemment pour éviter d'envoyer des billes dans d'autres territoires. Tout ça pour dire qu'effectivement, voilà, c'est un geste qui demande un petit peu d'habitude et d'expertise. Là, c'est une image qui nous montre l'angiographie 3D à partir de laquelle on reconstruit comme des images de scanner que vous avez l'habitude de voir et qui nous permettent vraiment de déterminer le nombre et la topographie des artères prostatiques. Voilà, ça c'est le côté gauche. On voit bien ici cette prise de contraste. Et le résultat après embolisation, on a une disparition ici dans la région médiane de toutes les branches destinées prostatiques. Alors, en termes de résultats, et qu'est-ce que nous dit la littérature et comment on va déterminer quel patient va pouvoir bénéficier au mieux de l'embolisation de la prostate. Donc, c'est aujourd'hui un traitement qu'on peut considérer comme efficace et sûr, en tout cas à moyen terme. Comme je vous disais, on a un recul d'une dizaine d'années. Beaucoup d'études ont été publiées. J'en ai sorti quelques-unes intéressantes. Donc, celle dernière en 2021 dans European Radiology, qui est une revue de la littérature de toutes les méta-analyses et des essais randomisés contrôlés. Donc, des études à, à fort impact scientifique qui ont vraiment de la valeur, qui conclut que l'embolisation de prostate n'est pas inférieure à la résection de prostate. Voilà, ça, il y a plusieurs études qui vont le montrer en termes de résultats, notamment cliniques, en termes de résultats objectifs. Le fait d'enlever de la prostate par résection ou par OLEP va faire que les mesures objectives sont souvent un peu meilleures après résection, mais c'est vrai que les mesures subjectives, notamment du confort de vie du patient, sont équivalentes entre les deux, avec un taux, vous verrez après, de complications quand même nettement inférieur dans le groupe embolisation. Donc, c'est ce que je vous disais juste avant, c'est que les symptômes subjectifs sont améliorés de manière équivalente à la résection après embolisation, sachant bien que il n'y a pas besoin de choisir de manière définitive entre l'embolisation et la résection. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire une résection après embolisation, par exemple. Il n'y a absolument aucune contre-indication, il n'y a pas de problème. On peut même parfois combiner les deux sur des très grosses prostates où on va emboliser des prostates de 200 grammes, par exemple, pour éviter d'avoir à faire une prostatectomie et permettre à l'urologue de réaliser dans un second temps une résection. Ici, une autre étude à 2 ans qui montrait, elle, qu'il y avait des résultats également assez comparables entre la résection de prostate et l'embolisation de prostate au prix de moins de complications, mais avec un résultat à 2 ans qui est trouvé dans cette étude plutôt urologique, avec donc une amélioration des paramètres objectifs inférieurs dans l'embolisation versus la résection, ce que je vous disais juste avant, mais avec un résultat clinique qui était comparable, avec un taux de complications, vous voyez, entre la colonne beige ici et la colonne rouge. La colonne rouge représente les embolisations, la colonne beige, la chirurgie. On voit qu'il y a un taux d'événement qui est nettement supérieur à la chirurgie. Et c'est vrai que c'est un des arguments qui fait pencher la balance en faveur de l'embolisation lorsqu'on discute avec les patients, dans la mesure où le taux de complication est extrêmement faible. On se dit que même si c'est peut-être un petit peu moins efficace, statistiquement en tout cas, peut-être qu'effectivement, dans la mesure où il y a moins d'effets secondaires, notamment il n'y a pas de phénomène de fuite urinaire ou d'éjaculation rétrograde, la fonction sexuelle est conservée, notamment chez les patients jeunes, c'est assez intéressant. Ou chez les patients sous anticoagulants, par exemple, on peut très bien réaliser l'intervention en maintenant le traitement anticoagulant. D'une manière enfin, plus récemment encore, pardon, a été publiée cette étude dans le Lancet par l'équipe parisienne, les équipes de radio interventionnelle et d'urologie, qui a cherché à placer en fait l'embolisation idéalement dans la prise en charge des patients. Et ils ont essayé de comparer donc l'embolisation, cette fois-ci, au traitement médicamenteux. Il y a beaucoup de patients pour qui soit le traitement n'est pas efficace, soit est mal toléré. Et dans ces cas-là, l'embolisation est une bonne alternative. Elle permet notamment sur les prostates de plus de 50 grammes, résistants au traitement alpha-bloquant, d'améliorer en fait les symptômes urinaires et la fonction sexuelle jusqu'à 2 ans. Il y en a un suivi à 2 ans dans cette étude par rapport au traitement combiné où on additionne, disons, plusieurs types de médicaments avec les risques d'effets secondaires potentiels.
Donc, cette étude placerait l'embolisation plutôt entre le traitement médicamenteux et la résection dans le cas d'un continuum d'invasivité progressive, si vous voulez. En termes de résultats à long terme, l'équipe pionnière de Carnet Valley a donc repris la série au bout de 10 ans et a retrouvé donc une amélioration de la qualité de vie et de la qualité du jet urinaire, diminution des levées nocturnes, etc., de l'ensemble des symptômes d'obstruction prostatique dans à peu près 80% des cas maintenus à 6 ans. Donc un résultat qui est relativement durable chez plus de trois quarts des patients. Donc ce qui en fait quand même un traitement assez intéressant et on peut juger quand même comme assez efficace sur le long terme également. Quelles sont les indications retenues? Alors évidemment, il y a les indications de nos sociétés savantes de radiologie interventionnelle qui vont vouloir étendre bien entendu les indications à tous les patients. Et puis il y a aussi les indications des sociétés d'urologie. Et ça, c'est aussi très intéressant puisque elles ont pas mal évolué dans le temps. Donc concernant les recommandations, on recommande l'embolisation de prostate chez les patients évidemment qui sont atteints de symptômes modérés à sévères de type voilà, levée nocturne, urgenturie, rétention aiguë d'urine lorsque le volume est inférieur à 200 millilitres. Il faut que la prostate elle fasse en général plus de 50 grammes. On marche sur des prostates plus petites, mais le cathétérisme est plus compliqué. Voilà, tous les patients en fait chez qui en réalité on aurait proposé une résection. Ces recommandations sont les mêmes au niveau de la Société américaine de radio interventionnelle. Et donc, plus intéressant, comme je vous le disais, ce sont les recommandations de la Société américaine d'urologie, qui a, dans ses recommandations de 2023, fait évoluer la place de l'embolisation de prostate, en disant que effectivement, l'embolisation pouvait être proposée par un praticien entraîné avec une discussion pluridisciplinaire, au même titre qu'une résection de prostate ou un OLEP ou les autres techniques, notamment de radiofréquence ou autres. De même, dans les recommandations de la Société française d'urologie de 2021, et qui vont sûrement évoluer encore cette année, on peut être proposé chez des patients contre-indiqués pour la chirurgie ou qui refusent la chirurgie. Et l'indication est posée par un urologue et un radiologue. Et effectivement, ça, on veille à ce que ce binôme soit maintenu. Et c'est vrai qu'on travaille, on collabore vraiment bien avec les urologues, je crois, sur le sujet. Les contre-indications, il y en a très peu. C'est essentiellement des problèmes d'artériopathie. Et évidemment, lorsqu'on a des artères principales bouchées, on a beaucoup de mal à rentrer dans les artères prostatiques. Donc, forcément, ça contre-indique de fait la réalisation de l'embolisation. Les autres contre-indications relatives, ce sont des gros diverticules vésicaux, les calculs intravésicaux à cause des risques d'infection, bien sûr, l'hyperactivité du muscle vésical ou les vessies neuropathiques, ou en cas d'insuffisance rénale très sévère, puisqu'on doit injecter un produit de contraste et dans des volumes relativement importants pour vraiment être sûr d'être bien dans la bonne artère. Donc voilà, ça, ce sont des contre-indications relatives à prendre en compte. Les effets secondaires, alors, quels sont les effets? Même si la technique est mini-invasive, il y a quand même des effets potentiels. Donc, il y a les complications et puis les effets secondaires, c'est-à-dire directement liés à l'intervention. En opératoire, donc, ce sont les complications de la voie d'abord, mais comme on passe par voie radiale, les risques d'hématome sont très faibles. Les risques d'occlusion de l'artère radiale sont minimisés au maximum par injection intra-artérielle d'héparine et de drogues vasodilatatrices. Après, tout ce qui est cathétérisme, dissection, etc., c'est quand même extrêmement rare. Le matériel est miniaturisé, très fin, des guides très souples. Donc, ça arrive, pour ainsi dire, jamais. De temps en temps, on peut échouer sur le cathétérisme lorsque les artères sont vraiment trop tortueuses ou trop fines. Et on ne va pas pousser trop loin non plus pour pas faire prendre de risques aux patients. Ce qui est plus fréquemment ressenti par le patient, donc, ce sont les effets post-embolisation. Donc, c'est ce qu'on va rassembler dans l'entité syndrome post-embolisation, va se manifester après l'embolisation des artères prostatiques par des dysuries assez fréquentes où les patients ont des brûlures mictionnelles en fait pendant quelques jours liées à la réaction inflammatoire en fait de l'urètre qui traverse la prostate. Les infections urinaires, vous voyez, sont moins de 8% des cas. L'hématurie est assez rare aussi. Les saignements rectaux, ça se sent surtout dans les embolisations non ciblées sur des petites branches rectales qui sont très fréquemment anastomosées avec la prostate
mais ces risques ont nettement diminué depuis qu'on a un petit peu augmenté la taille de nos billes de manière globale dans le monde entier. On était parti il y a une dizaine d'années sur des petites billes entre 100 et 300 microns, et aujourd'hui on les a un petit peu augmentées à 300-500 microns. Ça change pas l'efficacité, mais par contre c'est beaucoup moins agressif pour les structures avoisinantes, et donc on a moins de problèmes de ce genre-là. Les rétentions aiguës d'urine, vous voyez, sont très rares, et les mousses-permis aussi. Donc, en conclusion, l'embolisation des interprostatiques, c'est un traitement émergent, mais qui s'est diffusé très, très rapidement à l'échelle nationale et mondiale, très vite, beaucoup plus vite que l'embolisation des fibromes, à tel point que la Haute Autorité à la nomenclature a créé récemment, même il y a déjà un an, une cotation spécifique pour l'embolisation des interprostatiques dans l'hypertrophie de prostate, qu'on n'a pas vu pour aucune autre embolisation. Ça prouve à quel point le traitement s'est bien diffusé et qu'il a du succès parce qu'il est efficace. Il faut bien sûr le prérequis d'une équipe bien formée à la technique. Ça ne remplace pas la chirurgie, ça peut soit la devancer, soit la compléter. Et on pense qu'elle doit s'inscrire dans une collaboration avec les urologues. Personnellement, enfin, dans notre équipe, on n'embolise jamais un patient qui n'a jamais vu d'urologue. Ça, en général, tous les patients ont vu un neurologue qui leur a proposé éventuellement un traitement plus invasif que eux ne souhaitent pas envisager pour le moment, pour différentes raisons, notamment l'éjaculation rétrograde, les risques de fuite urinaire chez des patients, par exemple, suivis pour un Parkinson ou d'autres types de pathologies, ou les patients très âgés, sous antiagrégants plaquettaires, anticoagulants, enfin voilà, il y a tout un tas de patients. Dans tous les cas, les indications sont à discuter au cas par cas. Et surtout, ça doit être un choix éclairé du patient. C'est-à-dire que on va l'informer de cette technique-là, mais on va aussi, si on le voit en premier, par exemple, d'abord l'envoyer chez l'urologue, et ensuite il discutera avec l'urologue des différentes options thérapeutiques pour que le choix vienne du patient. Ça, je pense que c'est vraiment très important, et on va y ça en tout cas dans notre sens. Voilà sur la partie embolisation prostatique. On va enchaîner sur le deuxième sujet si vous voulez, et puis ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, Pierre. Oui, oui, oui. Juste le micro. Il y a juste le micro. Faut juste. Le micro était Voilà. coupé. Merci Voilà. d'être venu. Bon, donc voilà, j'avais plus de caméra, j'en ai une maintenant, c'est bien. Et bonsoir, hein, merci beaucoup de l'exposer là, c'est vraiment extrêmement intéressant. Si j'ai bien compris, l'embolisation, ça provoque une petite nécrose ischémique de la prostate, hein. C'est C'est ça ça. l'objectif. Alors, Exactement. cette période de nécrose dans les suites immédiates, comment ça se passe? Quels sont les symptômes et qu'est-ce qu'on doit annoncer aux patients? Ça, c'est une première question. Et peut-être une deuxième question, après je vous laisserai répondre tranquillement. Est-ce qu'on est limité sur la taille de l'adénome? Parce que plus on aura un adénome important, plus on va avoir de tissus nécrosés. Est-ce qu'il y a une limite? Vous avez parlé d'adénome de 100 grammes, donc c'est pas mal. Ouais. Donc, voilà. Alors, concernant la première question, donc effectivement, l'objectif est de créer une nécrose. En pratique, la nécrose est en général assez limitée. On voit souvent une petite plage de nécrose centrale dans l'adénome. Sachant que la prostate, on va emboliser donc les artères à destinée prostatique, donc celles qui vont vraiment vasculariser l'adénome, mais la prostate reste vascularisée par des branches capsulaires qui viennent souvent de la vessie, qui viennent souvent des vésicules séminales. Donc, il y a jamais une nécrose complète de la prostate. Par contre, on voit une nécrose centrale dans l'adénome et surtout une fonte globale du volume prostatique. Il est assez fréquent de voir quand on fait l'IRM de contrôle à 3 mois, une prostate qui a diminué de 50% du volume avec une petite zone de nécrose. Donc, en termes de symptômes, le patient, comme la prostate est assez petite, même si ça fait 100 grammes, ça mesure 5-6 cm. Donc, en termes de taille, c'est jamais très volumineux en réalité. Et les symptômes ressentis par les patients, le plus souvent, ce sont des brûlures mictionnelles pendant quelques jours. Donc ça, on les informe bien avant l'intervention. Nous, on les met systématiquement sous cortisone pendant 5 jours après, à forte dose, 1 mg/kg pendant 5 jours avec un IPP, et puis on rajoute éventuellement paracétamol, tramadol. Mais en règle générale, c'est très bien toléré par les patients. Et sur la taille limite de l'adénome, alors on a fait des adénomes de quasiment 200 grammes. Ce sont des indications normalement de prostatectomie. Donc là, la prostatectomie chez un patient jeune, ça a des conséquences quand même, notamment sur la fonction sexuelle, qui sont
la plupart du temps, malheureusement, définitive. Et si on a une alternative dans ces cas-là pour éviter la chirurgie, je pense que c'est une bonne option. Après, tout dépend de l'âge, bien sûr, et de ce que souhaite le patient, hein, ça c'est évident. Mais on avait déjà fait avec notamment Sébastien Bergera une très grosse prostate. On a fait un traitement combiné, embolisation puis résection, pour essayer de conserver la prostate et pas avoir à la retirer complètement. Et ça passe sans problème, c'est-à-dire que le volume n'a pas d'incidence sur la pénibilité, l'arrêt de travail, des trucs comme ça. Alors, ça peut, effectivement. Alors, nous, on le voit beaucoup sur les fibromes utérins, par exemple, où effectivement, le volume du fibrome va conditionner quand même la rapidité de, de la récupération, en fait, après l'embolisation. Mais pour les prostates, c'est nettement moins marqué. Donc, les patients sur les grosses prostates peuvent faire des symptômes un peu plus marqués. Il y a peut-être un risque un petit peu supérieur d'infection, mais vous voyez, c'est moins de 10% des cas, hein, donc ça reste quand même très rare. Mhm. Et là aussi, peut-être un risque un peu supérieur de faire une rétention aiguë d'urine. Ce sont souvent des patients qui ont eu des sondes à demeure, chez qui on va intervenir. Donc là, on leur laisse la sonde pendant une quinzaine de jours. Ce qu'on recommande aux patients, dans tous les cas, c'est de garder les traitements alpha-bloquants ou les traitements à visée prostatique que eux prennent pendant une quinzaine de jours, le temps que l'inflammation prostatique réactionnelle à l'embolisation diminue. Mais sur les très grosses prostates, ils peuvent ressentir éventuellement un peu de fièvre, sans que ce soit une fièvre infectieuse, mais plutôt une fièvre inflammatoire liée à la nécrose. Mais en tout cas, on n'a jamais observé, par exemple, euh, d'extraction, de miction de fragments d'adénomes ou de choses comme ça. Hein, ça, on n'a jamais vu. Et ça n'a jamais été décrit à ma connaissance non plus. C'est très encapsulé dans la prostate, contrairement à ce qu'on peut avoir dans les embolisations de fibromes, par exemple, où il peut y avoir évacuation de fragments de fibromes nécrosés. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, ben, on peut enchaîner sur J'avais le sujet une suivant. question Oui, également. Qu'en est-il d'une complication dont j'ai entendu parler, de nécrose pénienne? oui. Alors, par chance, ça ne nous est jamais arrivé. C'est arrivé, je pense, surtout à une époque où on utilisait ces billes un peu plus petites. En fait, on visait l'efficacité. Euh, on partait du principe que comme ce sont des artères très petites, il fallait utiliser des très petites billes. Et depuis qu'on utilise des billes d'une taille supérieure, il y a beaucoup moins ce problème. Mais effectivement, ça arrive. Le risque, c'est essentiellement, il y a des petites branches de l'apex de la prostate chez certains patients qui naissent de l'artère pudendale interne. Donc, c'est l'artère qui va emmener, qui va vasculariser la verge. Et effectivement, de temps en temps, et ça a été décrit hein, dans quelques séries, il peut y avoir des petits points de nécrose superficielle du gland qui cicatrisent toujours spontanément. Il n'y a jamais eu, enfin, à ma connaissance, il n'y a jamais eu de nécrose complète de la verge, ou alors là, c'est intentionnel, hein, parce qu'il faut vraiment à ce moment-là vider le flacon de bille dans l'artère pudendale hein, pour que ça arrive. Mais par contre, effectivement, dans le cadre de petites anastomoses qui apparaîtraient au fur et à mesure de l'embolisation, de temps en temps, effectivement, quelques petites billes peuvent passer dans ces anastomoses sans qu'on s'en rende compte. Et là, les patients font des petits points de nécrose superficielle du gland, mais voilà, qui cicatrisent toujours spontanément. Il n'y a jamais eu besoin de chirurgie ou autre. J'en ai parlé avec des collègues, notamment à Paris, où bah, certains confrères ne font plus que ça. En fait, il y a des radiologues interventionnels qui font que l'embolisation de prostate. Et donc sur le volume, effectivement, ils ont de temps en temps ce genre de soucis, ou avaient surtout ce genre de soucis avec les petites billes. Maintenant qu'on est passé à la taille du dessus, j'avoue que, en tout cas, pour l'instant, on fait très attention, mais même en faisant très attention, ça peut arriver. Pour l'instant, ça ne nous est jamais arrivé. Bon, moi, je vous propose d'enchaîner sur le deuxième sujet, qui est un sujet, je pense, assez fréquent, motif de consultation, alors en médecine générale, bien sûr, mais aussi surtout en gynécologie. Et je pense que vous êtes le premier relais de ces patients qui sont souvent un peu désarmés et qui sont pas toujours dans la bonne filière de soins pour arriver chez les bonnes personnes, malheureusement, pour prendre en compte leur souffrance. Donc, le syndrome de congestion pelvienne, responsable de douleurs pelviennes chroniques. Et effectivement, une femme qui a mal au ventre n'a pas forcément que de l'endométriose. Et c'est pas toujours de l'endométriose. On en a beaucoup parlé ces dernières années. C'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et il y a eu
de gros progrès dans la prise en charge de l'endométriose, mais il n'y a pas que l'endométriose et la congestion pelvienne est une pathologie assez fréquemment impliquée dans les douleurs pelviennes chroniques des patientes. Une association donc là a été créée il y a quelques années, qui est très intéressante et vers laquelle j'oriente fréquemment les patients pour qu'elles puissent se renseigner, participer à des forums de discussion d'autres patients de prise en charge et voilà, pour pouvoir prendre en considération leur souffrance. Alors, le syndrome de congestion pelvienne s'inscrit dans un ensemble de symptômes et de pathologies responsables de douleurs pelviennes chroniques. Les douleurs pelviennes chroniques, elles concernent 15% des femmes. Et les douleurs pelviennes sont une des causes de syndrome de congestion pelvienne. Excusez-moi juste, docteur Gaillot, je suis désolée de vous couper, mais juste quand il y a la vidéo qui tourne, ça se grésille vraiment beaucoup. Si juste, je sais pas si vous pouvez mettre sur pause la vidéo pendant que vous parlez. Désolée. Ça, c'est étonnant, hein. Donc, le syndrome de congestion pelvienne est une des causes de douleurs pelviennes chroniques. Il reste un diagnostic d'élimination, c'est-à-dire qu'effectivement, une fois qu'on a éliminé l'endométriose, qu'on a éliminé une maladie inflammatoire chronique, qu'on a éliminé les adhérences post-opératoires, etc., toute la liste est là. Par défaut et par élimination, on conclut, s'il existe des varices pelviennes, à un probable syndrome de congestion pelvienne. Et ce syndrome de congestion pelvienne serait responsable jusqu'à un tiers des douleurs pelviennes chroniques des femmes, sachant qu'on a le droit d'avoir la peste et le choléra. Et fréquemment, on voit des patientes atteintes à la fois d'endométriose et de syndrome de congestion pelvienne. Donc, sur la vidéo qui défilait, vous voyez une insuffisance veineuse ovarienne. Donc, on a la veine ovarienne gauche qui est refluente, c'est-à-dire que le sang descend vers l'utérus au lieu de remonter. Donc, normalement, le sang veineux utérin est censé remonter vers le rein, et chez cette patiente, il descend, comme vous voyez sur cette vidéo également, où le sang descend autour de l'utérus et va entraîner une distension des veines et des plexus périutérins, entraînant donc une hyperpression veineuse pelvienne responsable des douleurs. La définition du syndrome de congestion pelvienne, donc, ce sont donc des douleurs qui évoluent depuis plus de 6 mois, qui ne sont pas forcément cycliques, même si en général les patientes décrivent quand même une majoration des douleurs pendant la période des règles ou la période ovulatoire, c'est assez classique. Très fréquemment, on retrouve des dyspareunies et encore plus fréquemment des douleurs postcoïtales. Ce sont des patients qui ont mal après les rapports, qui arrêtent d'avoir des rapports et parfois, et souvent même, ce sont des patients jeunes. Donc, ça altère énormément leur qualité de vie, notamment la vie du couple. Parfois, il y a l'isolement social. Enfin, c'est vraiment très compliqué. Et elles viennent souvent, enfin, certaines en détresse parce que ça fait 10 ans que ça dure. On leur a conseillé d'aller voir un psychiatre, etc. Alors qu'une simple embolisation règle le problème et en ambulatoire et les remet sur pied avec une très, très nette amélioration de la symptomatologie. Donc, les étiologies du syndrome de congestion pelvienne, c'est avant tout l'insuffisance veineuse pelvienne et en premier lieu l'incontinence de la veine ovarienne gauche. Pourquoi la veine ovarienne gauche? Parce que la veine ovarienne gauche, anatomiquement, va s'aboucher dans la veine rénale gauche, alors que la veine ovarienne droite va s'aboucher dans la veine cave inférieure. De par l'angle de raccordement de la veine ovarienne gauche avec la veine rénale, en fait, le reflux est beaucoup plus fréquent et les veines ovariennes gauches sont beaucoup plus fréquemment avalvulées que les veines ovariennes droites. C'est-à-dire qu'elles sont constitutionnellement dépourvues de valvules, ce qui a pour effet de favoriser, en fait, avec le temps, le reflux. Les valvules ont surtout un but anti-reflux et donc forcément, avec le temps, le débit rénal étant très important, le sang a plus de facilité à plonger dans la veine ovarienne qu'aller tout droit vers la veine cave. Donc, les deux étiologies, comme je vous disais, principales, c'est l'insuffisance veineuse pelvienne, donc soit la veine ovarienne gauche, soit les branches du tronc antérieur des deux veines iliaques internes, donc ce sont les veines utérines, vaginales, pudendales internes. Et plus rarement, elles peuvent être liées à une obstruction veineuse, donc soit des séquelles de phlébite, soit une obstruction dans le cadre d'un syndrome de Coquette ou un syndrome de Nutcracker. Je vous rappellerai juste après en quoi ça consiste. C'est-à-dire qu'en cas d'obstruction veineuse au retour veineux des membres inférieurs, le sang va se dériver vers le périnée et le pelvis et engendrer donc une hyperpression veineuse pelvienne responsable des douleurs. Là, je vous montre un petit tableau sur la symptomatologie issu d'une étude d'un confrère là, à Paris au CCN qui avait publié une des plus grosses séries là, sur la congestion pelvienne, plus de 300 patients. Et vous voyez ici les douleurs. Donc les douleurs, elles sont pelviennes, vous voyez, dans quasiment 100% des cas.
Il y a des dysménorrhées dans 80% des cas, c'est très fréquent. Les dyspareunies, la moitié des cas à peu près. Les douleurs après les règles, dans 70% des cas. Les douleurs en position debout prolongée, en position assise prolongée. Donc des patients qui passent beaucoup de temps au bureau, elles vous disent le soir, j'ai juste envie de m'allonger dans le canapé et mettre les jambes en l'air parce que j'ai un poids dans le bas-ventre, j'ai mal, etc. Souvent, ça a tendance à se dégrader après les grossesses. Très fréquemment, les patients multiparent, deux, trois enfants, et elles vous disent, oh là là, mais c'est pas possible, j'ai mal au ventre le soir, je sais pas quoi faire. C'est très souvent la congestion pelvienne avec des veines qui se sont de plus en plus distendues au fur et à mesure des grossesses, avec une paroi qui est devenue de plus en plus flasque et fragilisée, qui deviennent des véritables réservoirs en fait liés au reflux. Très fréquemment aussi sont associés une histoire d'hémorroïdes, 50% des cas, et puis des varices des membres inférieurs. Et là, très fréquemment, les récidives de varices des membres inférieurs sont, dans la très grande majorité des cas, liés à ce qu'on appelle des points de fuite, c'est-à-dire des varices pelviennes qui vont fuir vers les membres inférieurs pour alimenter les récidives variqueuses. Ça, c'est vraiment très fréquent. C'est ce qu'on voit ici. Vous voyez sur la vidéo, on a une varice ici qui descend le long du vagin et qui va directement alimenter cette grosse récidive, cette grosse varicose, pardon, sapenne, vous voyez la veine sapenne, qui est probablement continentale osseuse et qui est alimentée ici par cet énorme point de fuite. Donc forcément, vous comprenez bien que si on traite que la veine sapenne, forcément, si on laisse tout ce paquet varicule, ben, dans 100% des cas, il est nocif. Donc, il faut d'abord traiter la varicose pelvienne pour ensuite pouvoir efficacement traiter la varice du membre inférieur. Donc, c'est ce qu'on voit. Hein. 15-20% des patients qui ont une insuffisance veineuse des membres inférieurs ont une insuffisance alimentée par des varices pelviennes, qui sont responsables de 30% de récidive après chirurgie. Et on voit que la récidive après chirurgie atteint jusqu'à 80% des patients entre 5 et 20 ans, et dans la majorité des cas, est liée à l'alimentation de cette varicose par les varices pelviennes. Alors, quelle est brièvement la physiopathologie, hein. Donc, il y a 4 mécanismes essentiellement qui favorisent cette congestion pelvienne. Il y a la dysfonction des valves, comme je vous le disais, soit la veine est primairement avalvulée, soit les valvules s'abîment avec les années, entraînant donc un reflux, hein, vous voyez. Soit il y a une obstruction veineuse, comme je vous le disais, donc c'est soit des séquelles de fluide proximal, donc occlusion de la veine cave inférieure, occlusion iliaque ou syndrome de Pocket ou de Cracker, qui vont entraîner une augmentation de pression dans les veines. Et de l'autre côté, on a des dommages sur les vaisseaux, c'est essentiellement les grossesses. L'hyperdébit utérin va entraîner une importante dilatation des veines ovariennes, des veines utérines de drainage donc de l'utérus, qui vont rester après complètement distendues et abîmées, qui vont devenir vraiment des réservoirs qui vont se distendre et se dilater sous l'effet de l'augmentation de pression. Et il y a aussi des facteurs hormonaux, probablement œstrogéniques, qui favorisent en plus le développement de ces varices. Tout ceci, majoré par les grossesses, va entraîner cette fameuse congestion pelvienne qui va entraîner des douleurs. Des douleurs, alors, on ne sait pas exactement si c'est uniquement mécanique, mais il y a sûrement aussi un relargage de médiateurs inflammatoires qui entretiennent ces phénomènes douloureux. Qu'est-ce qu'on fait comme examen paraclinique pour mettre en évidence cette maladie? Donc, l'examen de débrouillage, c'est l'échographie, soit l'échographie suspubienne, mais beaucoup plus efficacement l'échographie endovaginale, qui permet de repérer en fait ces varices pelviennes autour de l'utérus et autour du vagin. Ensuite, nous, dans le cadre du bilan préinterventionnel, on va réaliser des phléboscanners ou phlébo-IRM abdominopelviennes. Donc là, on voit un exemple de phléboscanner avec des veines ovariennes qui sont très distendues et qui vont entraîner une dilatation des veines dans le périnée. On peut également, sur ces scanners, rechercher les pinces veineuses que sont le syndrome de Pocket et le syndrome de Nutcracker. Ici, un autre exemple de phléboscanner des membres inférieurs, où on va injecter le produit directement dans des petites veines du dos des deux pieds, qui vont permettre d'opacifier tout le réseau veineux et nous permettre vraiment de visualiser précisément, ici par exemple, les séquelles d'une phlébite iliaque gauche, avec une veine iliaque gauche que vous voyez complètement affaissée et rétractée par rapport au côté droit. Une patiente qui avait fait une phlébite plusieurs années auparavant et qui avait développé une congestion pelvienne par hyperpression veineuse. Ici, c'est une matière pelvienne injectée, où on voit parfaitement bien l'anatomie. Et tous les petits points blancs que vous avez autour du vagin et de l'utérus, là, les gros serpentins, ce sont des varices.
Et ici, sur les premières coupes, on voit ce qu'on appelle les points de fil, qui sont des varices à la face intérieure des cuisses, qui nous permettent donc de bien déterminer à l'avance et protéger. La photographie, elle est indispensable évidemment au traitement. C'est le premier temps du geste invasif. Donc là, vous voyez un cathéter dans la veine gauche. On injecte le produit à l'intérieur et vous voyez le reflux directement vers le bas. Dans cette veine meridienne, il va opacifier mon bas, les veines périutérines et se drainer vers la droite, vers la veine utérine, et vers la gauche, vers la veine utérine gauche. Puis en bas, tout en fin d'injection, on voit s'opacifier en bas d'écran, là, des veines par des pliages, donc c'est le long du vagin. Donc là, la patiente est allongée, on s'imagine bien que debout, avec la pression hydrostatique, donc là, forcément, la pression est encore plus importante. Chez cette patiente, il y avait une pince en plus de la veine rénale gauche. La veine rénale gauche passe entre l'aorte et l'artère mésenterique supérieure. Et on voit ici que le sang ne passe plus très bien vers la veine cave, mais essentiellement vers la veine marienne. C'est ce qu'on va abusivement appeler le syndrome de Nutcracker. Donc, je vais vous détailler un petit peu le principe après. Ici, pour vous montrer un exemple de syndrome de Coquette. Alors, le syndrome de Coquette, c'est la compression de la veine iliaque gauche contre la colonne par l'artère iliaque droite. Il y a un croisement des vaisseaux et l'artère est en haute pression, elle va appuyer sur la veine iliaque. Et donc là, vous voyez, on voit très bien sur l'image, l'opacification d'abord de la veine iliaque gauche, la veine iliaque externe, puis il va se drainer vers la veine iliaque interne et on voit ici très bien des varices autour de l'utérus. On ne devrait absolument pas voir puisque le sang devrait circuler dans le sang, il devrait aller vers le cœur. Parce qu'il y a un obstacle au niveau de la veine iliaque. Par intégration de nos petits bassins, on voit bien ici ces énormes varices périutérines qui vont de la gauche vers la droite, parce qu'elles participent au drainage du sang qui est dans la gauche. On imaginait que si on ne lève pas l'obstacle, forcément, la pression ne peut pas être élevée. Juste un mot concernant le phénomène et le syndrome de Nutcracker. Donc, le phénomène de Nutcracker, il vaut mieux parler de phénomène quand on voit ça sur un scanner ou quand on en entend parler. C'est une condition anatomique. C'est le simple fait que la veine rénale apparaît coincée entre l'aorte et l'artère mésentérique supérieure. Mais il n'y a pas de symptômes. C'est très fréquent. Donc, vous le verrez souvent sur des comptes rendus, je pense, de patientes, syndrome de Nutcracker. Surtout si la patiente ne se plaint de rien, il faut absolument rien faire. Surtout ne pas engager. Et malheureusement, lorsque le mot apparaît dans le compte rendu, les patients l'ont vérifié sur Internet. Et alors là, il y a à boire et à manger, et c'est terrible parce que elles rentrent dans des groupes, elles discutent, elles imaginent tout un tas de choses, ou ils aussi, mais c'est beaucoup plus fréquemment chez les femmes. Donc, il faut vraiment parler de phénomène de Nutcracker ou simplement parler d'une compression de la veine rénale gauche. Le syndrome de Nutcracker, c'est une condition clinique qui associe à la fois cette pince, mais aussi tous les cortèges de symptômes secondaires à cette compression. Et le syndrome de Nutcracker est normalement associé à des symptômes plutôt rénaux, donc des douleurs du flanc, typiquement fosse lombaire gauche, avec hématurie, protéinurie. Si on a l'association des trois, il y a de fortes chances effectivement qu'il y ait un vrai syndrome de Nutcracker. De temps en temps, il y a un syndrome de congestion pelvienne associé, lié à une dérivation du sang veineux rénal vers le pelvis, mais c'est pas systématique. Et les patientes que on est amené à voir dans le centre sont plutôt des patientes atteintes de congestion pelvienne. Donc le vrai syndrome de Nutcracker est vraiment très très rare. Voilà, ça c'est pas intéressant. D'une manière générale, même si on est face à un traitement, un vrai syndrome de Nutcracker avec des symptômes, on va essayer un traitement conservateur le plus souvent, pendant au moins 6 mois, et en particulier chez les jeunes filles qui sont souvent celles qu'on voit en tout cas très minces, donc il n'y a pas de graisse abdominale. On va leur demander de prendre un peu de poids, pas très à la mode, mais chez les patients très minces, ça permet d'interposer un peu de graisse entre l'aorte et l'artère mésentérique supérieure pour éloigner un petit peu l'artère mésentérique de la veine rénale et limiter la compression. Parfois, on leur donne un peu d'aspirine ou des IEC dans certains cas, mais voilà, c'est habituellement un traitement conservateur. Parfois, on fait un traitement endovasculaire, on va mettre un stent dans la veine rénale pour écarter l'artère mésentérique supérieure, mais ça, on l'évite chez les patients jeunes. On ne sait pas quel est le devenir dans 50 ans de ces stents, et il vaut mieux éviter. Et la chirurgie, voilà, est proposée également, mais elle est très lourde. Une des techniques à Strasbourg, c'est l'autotransplantation du rein. Donc voilà, c'est un geste qui est très lourd, très invasif, qui est très bien réalisé, hein, mais voilà, c'est à prendre en considération. Il faut bien peser le pour et le contre. Voilà.
c'est un exemple, effectivement, où on a embolisé la veine ovarienne gauche, alors qu'on avait un aspect de compression de la veine rénale, et vous voyez, après l'embolisation, la veine rénale s'est ouverte très bien avec un très bon flux. C'est ce qu'on appelle plutôt un phénomène de vol, c'est-à-dire que le débit est tellement important dans la veine ovarienne que tout le sang rénal va dans la veine ovarienne. Du coup, la veine collatérale va dans un certain degré, on a l'impression que la veine est comprimée. En fait, c'est simplement qu'il y a du sang dedans. Donc, il faut avoir un petit peu d'habitude de faire la lecture des images pour faire la part des choses. Et dans ce cas-là, vous voyez, on a enlevé la veine ovarienne gauche et la veine ovarienne droite. Vous voyez des petits cols, vous voyez sur l'écran de la colle, avec une veine qui est très bien ouverte et patiente est très bien. La prise en charge thérapeutique, donc, elle se fait soit par embolisation des veines refluentes, soit par angioplastie, la plupart du temps, décompression veineuse, ça je vous en ai déjà parlé. Le taux de succès clinique. Alors, l'amélioration des symptômes douloureux, notamment dans la congestion pelvienne, est observée dans 80 à 90% des cas. Encore faut-il faire le bon diagnostic. Ça, c'est vraiment important, mais ça, c'est notre part et c'est l'expérience qui nous permet de, voilà, d'affiner vraiment les diagnostics et d'offrir seulement aux patients qui pourraient en tirer un bénéfice un traitement. Dans l'insuffisance veineuse des membres inférieurs, on note une amélioration après embolisation des varices pelviennes de la symptomatologie de la varicose dans 50% des cas, sans toucher aux varices des membres inférieurs. Et il y a un traitement complémentaire des varices dans plus de 75% des cas, mais la plupart du temps, on n'est plus obligé de réaliser des phlébectomies plus invasives, mais le médecin vasculaire peut faire directement une sclérose, ce qui est quand même nettement moins invasif et fait au cabinet. Les complications sont globalement très rares. C'est essentiellement des case reports ou les complications habituelles, les hématomes, c'est une fonction veineuse, donc on est comme sur une prise de sang, hein, donc c'est un hématome au point de ponction. Très rarement des problèmes d'intolérance aux produits de contraste ou allergie, enfin voilà, c'est ce genre de choses, mais c'est vraiment très très rare. Je vous montre juste quelques cas cliniques pour illustrer le propos. Une patiente de 40 ans, 2 enfants, de grossesse, qui vont bien. Il vient nous voir pour des douleurs pelviennes avec des dyspareunies, douleurs post-coïtales et une insuffisance veineuse inférieure. On lui fait la tomographie et là, vous voyez, c'est évident, il y a une veine qui circule en plein canal, vous voyez la veine ovarienne qui est complètement refluente. On voit qu'elle est parfaitement lisse, donc elle n'a aucune valvule. Cette veine est continente de manière primaire très profonde. Lorsqu'on va sur le pelvis, vous voyez un peu l'hyperdébit qui va alimenter ces varices autour de l'utérus. On va le stériliser ici au milieu. Et vous voyez ces grosses varices tout autour de l'utérus. On imagine bien qu'en étant debout, la patiente doit bien sentir des symptômes et se conduit bien sûr chez elle par ce syndrome de congestion pelvienne. Le traitement va nécessiter de descendre un petit cathéter dans un tuyau dans lequel on passe un petit fil qui nous permet de naviguer dans les varices et d'aller ensuite emboliser, c'est-à-dire boucher donc, ces varices avec de la colle. Nous, on le fait essentiellement à la colle. Donc là, vous voyez, le cathéter est dans ce qu'on appelle la veine pulmonaire interne et on voit très bien ici ce point de fuite, donc cette grosse varice qui va vers le membre inférieur directement alimentée par la fuite en fait, au dépend de la veine pulmonaire interne. Vous voyez, on voit très bien, on est dans une veine du pelvis et on voit parfaitement bien cette varice du membre inférieur. Forcément, si on ne traite que la varice, on ne réglera pas de problème. Donc, le résultat, après embolisation à la colle, vous voyez, on a moulé complètement la veine avec de la colle, empêchant le sang de circuler. Là, vous voyez, il n'y a plus du tout. Le noir, c'est le produit de contraste dans les veines. Ici, on n'a plus du tout d'opacification du point de fuite. Et ça, c'est le résultat à la fin. On voit la colle dans la veine ovarienne et dans tous les paquets variqueux autour de l'utérus et du vagin. Une autre patiente ici de 59 ans qui m'était adressée par un gynécologue pour congestion pelvienne. Elle a eu plusieurs enfants, pas d'antécédents quelconques connus. Et là, par hasard, donc on lui fait l'IRM bien sûr comme toujours avant pour comprendre l'anatomie. Et par hasard, on tombe sur une thrombose de la veine cave inférieure. Pas d'antécédents de phlébite, rien dans l'historique. Mais on voit très bien ici, vous voyez l'aorte au milieu, et ici, tout aplati, ici la veine cave inférieure, qui devrait être normalement plus grosse que l'aorte à côté. Et donc, il y avait une occlusion complète, avec en bas, vous voyez, autour de l'utérus, tout ce qui est un peu plus clair ici, ce sont des varices, les grosses boules là que vous voyez, tout autour du vagin et de l'utérus. C'est-à-dire que le sang veineux des membres inférieurs se drainait par les veines obturatrices vers les veines utérines, puis remontait vers les veines ovariennes jusqu'au cœur. Donc, en fait, ce ne sont pas des varices, mais ce sont des veines dilatées par l'hyperdébit de drainage
sur les éléments inférieurs. Ça, c'est le résultat après relocalisation. Donc, évidemment, on ne peut pas boucher ces veines pelviennes puisque sert à l'irrigation des éléments inférieurs. On va d'abord recanaliser la veine cave inférieure et les veines iliaques. Donc, on a mis des stents à l'intérieur, vous voyez, ici avec un bon résultat. Et on voit tout de suite la différence. À gauche de l'image, c'est avant l'embolisation, avant l'angioplastie, la dilatation de la veine iliaque, et à droite, c'est après. Donc, vous voyez la différence de calibre des veines et l'amélioration de la symptomatologie de la patiente qui n'a plus de douleur après pelvienne. Un troisième cas, il y en a quatre. Hein. Un troisième cas, là, chez une patiente de 62 ans qui a une incontinence de la veine ovarienne gauche et de deux trentaires des veines iliaques. Ici, on a une veine rénale gauche un peu particulière, une veine de circulortique, donc il y a une partie horizontale qui est dans la pince orthomésenterique et une partie descendante qui passe en arrière de l'ordre contre la colonne. Et on voit ici l'ébauche de veine ovarienne gauche. Lorsqu'on injecte, on voit très bien, vous voyez, des varices ici le long du vagin qui descendent jusqu'au rocher périnnéal, qui donnent des varices dans les membres inférieurs et une incontinence globale du réseau veineux dépend de tout le territoire vaginal. Et donc, chez cette patiente, c'est intéressant de comprendre le continuum entre la veine ovarienne gauche et la varice pelvienne. On est dans la veine ovarienne gauche et avec un petit on arrive à aller dans les veines vaginales droites. Donc, c'est ce qu'on explique souvent aux patients, c'est que les douleurs, elles viennent de la veine ovarienne gauche, mais les patients peuvent avoir mal à droite, bien sûr, parce que le sang veineux gauche aussi se connaît avant. Ici, vous voyez mon microcathéter de veine, et ensuite l'injection de la colle. On peut voir encore aussi l'intervention sous modèle radio. On injecte très progressivement cette colle qui va remplir les varices, qui va bloquer donc complètement le passage, empêchant donc le reflux et la distension du coup des veines. Là, le résultat après embolisation. Là, on a terminé l'embolisation avec des ressorts. Ici, ce sont des colles. Vous avez sûrement déjà dû entendre voilà, ce mot. Et en bas, donc, l'embolisation à la colle, qui apparaît comme ça foncé. Donc, c'est du cyanoacrylate, hein, comme de la superglue. On mélange avec une huile un peu opaque, qui est bien sûr une colle biocompatible à usage intravasculaire, hein, qui est utilisée depuis plus d'une vingtaine d'années. Et on va donc occlure tout ce réseau veineux, pathologique, hein, bien sûr, on n'occlue que les veines pathologiques et refluentes, au grand bénéfice des patientes la plupart du temps. Un dernier cas clinique pour finir, une patiente de 41 ans qui a des douleurs pelviennes depuis 4 ans, avec des féssalgies gauche, en position assise, avec des douleurs recto-anales à la défécation, donc des symptômes très invalidants. À l'IRM, on voit des varices glutéales dans la fesse, et puis une suspicion de syndrome de Coca. Le syndrome de Coca, je vous rappelle, c'est donc la veine gauche qui est comprimée par l'artère de la colonne, et on voit très bien ici la symétrie. On est dans la veine gauche, on injecte. On voit déjà une veine lombale ascendante qui se pacifie, on ne devrait pas. On voit un reflux ici dans le pelvis vers ce qu'on appelle le plexus présacré. Donc, ce sont des veines devant le sacrum qui vont drainer finalement le sang veineux du membre inférieur gauche sur la droite, parce que ici, vous voyez une veine qui est très très comprimée, le blanc ici, et l'empreinte de l'artère sur la veine. Et là, on voit encore mieux, on voit qu'il y a comme un bec de flux là au bout, où la veine est complètement comprimée, elle est distendue en amont par l'hyperpression, mais la compensation par le drainage du pelvis n'est pas suffisante et la pression garde un symptôme très accompagné. Et ça, c'est le résultat après dilatation. Donc, on a mis un petit stent, vous voyez, on voit bien ce grillage, hein, qui est en plus celui-là une forme particulière parce qu'il est pivoté au bout pour éviter de recouvrir l'autre côté. Et donc, quand on fait le contrôle des deux, vous voyez, il n'y a plus du tout l'opacification du réseau veineux pelvien. La veine se pacifie dans son sens intégrale et la patiente a été très soulagée. Donc, en conclusion, l'insuffisance veineuse pelvienne est une pathologie fréquente, bien sûr, elle est souvent asymptomatique. La principale manifestation de l'insuffisance veineuse pelvienne, cependant, est le syndrome de congestion pelvienne. Donc, c'est l'ensemble des cortèges de symptômes dont on a parlé avant, les douleurs pelviennes chroniques, favorisées par la station debout assise prolongée, les douleurs pendant ou après les rapports, parfois des symptômes dysuriques aussi chez certaines patientes qui ont des grosses varicoses autour de la vessie. La symptomatologie est riche
polymorphe et effectivement, je pense que le diagnostic est parfois difficile à poser. Le plus souvent, comme je vous le disais, c'est lié à l'incontinence ovarienne gauche, ça c'est vraiment le motif habituel, mais il faut savoir repérer et penser aux syndromes d'obstruction qui peuvent bénéficier d'une des obstructions pour améliorer le flux et diminuer cette hyperpression veineuse. On nécessite une étroite collaboration et un réseau bien organisé avec les gynécologues, les médecins vasculaires, les radiologues diagnostiques, bien sûr, puisqu'ils voient beaucoup d'examens, et les radiologues interventionnels. Aujourd'hui, on a un réseau maintenant qui s'est bien ancré. Ça fait une dizaine d'années que je fais ce type d'intervention. Et c'est vrai que ça a commencé beaucoup avec les médecins vasculaires, mais de plus en plus les gynécologues adhèrent et se rendent compte que c'est vraiment un traitement efficace. Le geste est relativement simple techniquement pour les formes classiques. Ça se fait en ambulatoire, c'est une demi-journée d'hospitalisation, c'est sous sédation, anesthésie locale. Les patientes reprennent une vie normale au bout de quelques jours. Alors, les symptômes post-opératoires sont souvent assez marqués, enfin sont, disons, très variables, entre aucun symptôme, de manière très étonnante. Il y a des patients qui ne décrivent aucune douleur post-opératoire et d'autres qui vont avoir mal pendant 10 à 15 jours. J'ai pas encore réussi à savoir lesquels vont avoir mal et d'autres pas. C'est assez étonnant. C'est pas lié au volume de varices. Il y a des patients qui ont des énormes varices et, pour ainsi dire, aucun symptôme, et d'autres, au contraire, plutôt un réseau variqueux assez petit. Souvent, je dirais que celles qui ont de l'endométriose associée ont tendance à avoir des douleurs post-op assez importantes. Et là, on a un partenariat depuis peu avec un prestataire à domicile qui s'appelle Midiperf, qui gère par le biais d'infirmières libérales de l'antalgie IV après les interventions de type varices pelviennes ou fibromutérin, qui accompagnent aussi les patientes à la maison. Elles ont un suivi du coup à la maison, un infirmier en plus d'une autre bien sûr, mais là de proximité avec des infirmières qui viennent les voir le matin et le soir. Et je crois que c'est un accompagnement aussi psychologique qui est extrêmement important. L'équipe est par ailleurs membre des associations Fibromyalgie France et syndrome de congestion pelvienne, donc elles connaissent très bien la pathologie. Ce sont des femmes là qui gèrent en plus cette antenne locale. Et elles sont très sensibilisées évidemment à ces symptômes. Et je crois que c'est vraiment pour le grand bénéfice et le confort des patientes. Ça c'est vraiment très bien vécu. Donc voilà. Après voilà la stratégie, tout ça on en avait déjà parlé, mais voilà, c'est un champ très intéressant et on a vraiment l'impression de rendre des grands services à ces patientes qui souvent souffrent depuis 10 ou 15 ans. Voilà, on est terminé. 20h59, c'était ponctuel, donc ça va. Je sais pas si vous avez des questions sur la congestion pelvienne. Oui, j'aurais une question. Euh, je comprends bien la logique de la repérméabilisation des stents, des choses comme ça. Je comprends mal comment, en embolisant, on soulage des symptômes. Alors, bien sûr, ce sont des réseaux pathologiques, hein, vous l'avez justement dit, mais ils se sont constitués. Que se passe-t-il pour le drainage que ça pouvait assurer? Quand vous nous avez montré des exemples de drainage de dérivation, que se passe-t-il si on embolise des réseaux qui sont constitués, qui pourraient avoir une fonction? Alors, normalement, on est censé emboliser que les réseaux défectueux, donc que des veines pathologiques. Euh, les Américains, par exemple, ont pas du tout la même approche d'embolisation que nous. Et je dois dire que je suis assez étonné. Les Américains, eux, ils s'embêtent pas. Ils mettent des gros bouchons dans les deux veines ovariennes et dans les deux veines iliaques internes. Donc, moi, je suis très surpris évidemment de cette technique. Ils mettent des bouchons proximaux et puis ils laissent vivre et le sang va se drainer par le réseau veineux superficiel, par je ne sais pas quel miracle. Mais en tout cas, il n'y a pas de conséquences particulières. Nous, on a une approche, en tout cas en France, qui est beaucoup plus basée sur l'anatomie et les pathologies, enfin la localisation et le côté de la pathologie. Donc, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que la veine ovarienne gauche refluente, en fait, elle ne sert plus à rien. Elle sert vraiment à créer juste cette hyperpression veineuse pelvienne, parce que évidemment le réseau veineux n'est pas censé recevoir du sang directement, puisqu'il reçoit du sang artériel via des capillaires. Donc normalement, il n'est pas du tout censé recevoir ce reflux de sang.
et il n'a pas la capacité de drainer du coup aussi efficacement ce sang-là qu'à travers celui qui est reçu par les capillaires. Du coup, euh, il suffit vraiment d'occlure cette veine pour réduire l'hyperpression et réduire la symptomatologie. Et il y a des patientes chez qui on embolise les deux veines ovariennes, toutes les veines utérines, les veines paramétriales, les veines pudendales internes. Donc, il reste les veines obturatrices, les veines fessières, et ça pose absolument aucun problème de drainage. Et alors, au contraire, les patientes sont vraiment très soulagées. Il y en a qui étaient venues me voir vraiment dans des situations cliniques dramatiques. Une patiente, par exemple, je me souviens très bien, qui a souffert pendant 15 ans depuis son accouchement, qui n'avait plus de rapport avec son mari, avait divorcé, voyait quasiment plus personne. Je lui ai embolisé la veine ovarienne gauche, je l'ai revue le mois d'après, et elle m'a dit j'ai perdu 15 ans de ma vie, quoi. Et alors l'opération, c'est vraiment pas grand-chose, quoi. Alors il faut pas banaliser ces gestes, même s'ils sont mini-invasifs, mais honnêtement, quand on voit le rapport risque-bénéfice en l'occurrence, mais il est largement en faveur du bénéfice. Après, il ne s'agit pas d'emboliser tout le monde, hein, on est bien d'accord, et justement, le tri est fait. Il y a, dans de nombreux cas, on n'embolise pas de patientes, mais faut vraiment pas craindre de boucher ces veines qui, la plupart du temps, mesurent 10-12 millimètres, alors qu'en théorie, ce sont des veines qui ne doivent pas dépasser 4 millimètres de diamètre. Et on considère que les veines supérieures à 6 millimètres dans le pelvis, notamment les veines périutérines ou périvaginales, sont des veines pathologiques qui nécessitent d'être traitées s'il y a des symptômes. Là encore, il y a, sur les scanners faits pour douleur abdominale d'autres natures, on voit très fréquemment des varices pelviennes. Si la patiente ne se plaint de rien, il faut surtout rien faire. Ça, il faut les laisser tranquilles. Mais par contre, quand on a association douleur pelvienne varice et qu'il n'y a aucune autre étiologie, là, il faut par contre creuser et puis ne pas hésiter à leur proposer le traitement parce que ils peuvent en être très très vite soulagés et enfin, très rapidement et au prix d'un geste vraiment peu invasif. Et Et dans ces cas, on peut adresser directement en radiologie interventionnelle ou il Oui, faut... bien sûr. Oui, bien sûr. Bah, vous avez les coordonnées en bas. Nous, on a une consultation. On consulte tous, là, on a tous des consultations toutes les semaines. Alors, bon, je suis plus ancien, alors forcément, j'ai le plus de délai, mais on a tous nos consultations pour ce sujet-là. Euh, on réalise tous des embolisations, en tout cas, docteur Brissou, Delmas, Steinberger et moi. Docteur Verly, lui, il est plutôt sur la partie, enfin, lui, il fait quasiment que de l'angioplastie. Mais en tout cas, on a une consultation ouverte, même pour avis. On voit les patientes, il n'y a aucun problème. Et après, nous, on travaille beaucoup avec les médecins vasculaires de ville, on travaille avec la maison du Périnée, on travaille avec les gynécologues d'une manière générale. Et c'est vraiment là aussi une approche pluridisciplinaire qui est absolument indispensable pour une prise en charge optimale et adaptée. Et pour toutes ces interventions, y compris l'adénome de prostate et autres, bien sûr, nous, on reçoit beaucoup de patients envoyés directement par les médecins traitants. Les médecins, voilà, soit parce que le patient, par bouche à oreille, a entendu parler de l'embolisation, il y a un de ses copains, et puis il est content, et il aimerait bien aussi, donc il envoie à son médecin traitant. Ou alors, certains qu'on a déjà traités aussi eux-mêmes, qui sont contents des résultats et du coup, qui en font profiter leurs patients. Donc, mais en tout cas, oui, nous, on a une consultation. Vous pouvez appeler au numéro là qui est affiché sur l'écran ou envoyer un mail à notre secrétariat et on verra les patients bien sûr en consulte, pas de problème. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, sinon je vous remercie en tout cas d'avoir participé à cette première réunion. J'espère qu'il y en aura d'autres. Il y a d'autres sujets à aborder. Voilà, ça vous permettra de rencontrer les autres membres de l'équipe, qui sont très sympas et avec qui on a plaisir à travailler. Voilà, très bien. oui, c'était Euh, extrêmement intéressant, hein, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup. Merci. À bientôt. Bonsoir. Bonne Au revoir. soirée.